Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement stratégique pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Anne-Marie. Quel plaisir. Bonjour, chère Elisabeth. Hey, Colin, quel plaisir de discuter avec toi. On a rarement l'occasion de parler de toi et là, vraiment, ça me réjouit de pouvoir le faire aujourd'hui avec toi sur ton leadership et ta façon de voir les choses. Tu es une grande femme engagée dans tellement de dossiers afin de changer le cours des choses et d'amener cette société dans plus de prospérité au niveau économique, mais pas juste au niveau économique. Ton billet social est tellement grand que je trouve qu'il il y a de l'impact bien au-delà de ce que tu fais comme travail. Écoute, tu es avec l'Alliance depuis, je sais pas, pratiquement les débuts. Si ma mémoire est bonne depuis les débuts. Mais parle-nous un peu de ton parcours, oui, professionnel, mais ton engagement aussi dans la société. D'abord et avant tout, je pense que j'ai grandi dans une famille où on réalisait qu'on était chanceux. On avait le magasin général, donc on ne manquait de rien. Je pense pas que mon papa a fait plus de 40 000 par année, puis il y avait 5 enfants, mais on était riches, puis on redistribuait. Puis à travers les années de mon enfance, ce que je voyais, c'est une famille où tous ceux qui voulaient aller à l'école, on leur donnait un emploi. Personne qui avait envie d'aller à l'école, qui n'avait pas d'emploi. Donc, c'était une façon pour mes parents de redonner et de donner une chance à d'autres. Donc, tu grandis, il y a des choses qui te restent de ton enfance qui se perpétuent ensuite dans tes actions. Quoi faire pour donner de la chance aux gens de se réaliser, particulièrement dans des environnements où il y en a qui ont moins d'opportunités que d'autres. Donc, ça a un peu teinté, je pense, tout mon parcours professionnel puis mon parcours de vie. On sent beaucoup de justice dans tes propos. Le désir de justice, d'équité aussi beaucoup, et de redonner, c'est tellement important. Tu es impliqué dans énormément de sphères de la société, bien sûr chez EY, bien entendu, comme leader, mais dans d'autres sphères de la société. Quelles sont tes implications sociales qui t'animent le plus actuellement? Je dirais qu'à ce stade-ci de ma carrière, Elisabeth, c'est vraiment tout ce qui touche la croissance durable par le biais de la finance durable. On est dans un monde où les marchés financiers ne servent plus à ce pourquoi ils avaient été conçus. Créer de la richesse puis la redistribuer. Il y a de grands acteurs de la finance, particulièrement au Québec, qui en sont très, très conscients puis qui exercent leur pouvoir d'influence à l'international pour transformer les règles du marché financier, pour reconnaître, en fait, pas juste le permettre, mais reconnaître que ceux qui font du résultat en faisant les bonnes choses vont faire de meilleurs résultats sur le long terme. Donc, comment travailler ensemble pour comprendre quelles sont ces choses-là qui auront plus d'impact pour le long terme? Il faut s'occuper de la planète, il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des inégalités. Donc, on a la chance, à ce moment-ci de l'histoire, de travailler avec des organisations qui sont engagées dans cette transformation-là. Ça inclut des fondations, des entreprises, des investisseurs, ça inclut des gens du côté politique. Donc, quelque part, j'ai le privilège d'être assis dans un rôle, dans une entreprise qui me permet de faire ces liens-là pour accélérer cette transformation des marchés financiers. C'est vrai, j'entends beaucoup dans ce que tu dis. Dans cette industrie financière, dans le fond, le rappel à l'ordre sur le bien commun. Dans le fond, c'est le rendement ajusté pour les risques sera meilleur si on fait les bonnes choses. C'est ça. Donc, quand tu es en investissement, il faut que tu fasses du rendement. C'est pas une option. Tu veux que la Caisse de dépôt soit capable de payer les pensions quand les Québécois vont faire la retraite. Donc, faire un rendement, c'est pas une option. Mais de pouvoir le faire dans un monde où le rendement ajusté pour les risques va prendre en compte des choses qui détruisent la valeur, puis va éviter de mettre l'argent vers ces choses-là, de s'assurer qu'on a des mesures d'impact financières et non financières pour la création de valeur, pour la société, pour les humains, pour les entreprises. C'est la meilleure méthode pour créer de la valeur long terme pour les investisseurs. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont conscients de ça. Il faut juste faire attention aux requins qui font des choses court terme. Donc, c'est pour ça que ça prend de la réglementation puis une transformation des règles du jeu en matière de finances pour permettre de faire de l'argent en faisant les bonnes choses. Donc, tu fais partie des bâtisseurs, on peut dire ça. Tu fais partie des bâtisseurs, je trouve, de cette économie fondamentale et donc qui demande beaucoup de leadership. Puis qui demande aussi un leadership, je dirais, très conscient. Quel est ton cheminement en matière de leadership, justement? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à déployer cette influence-là
dans ton industrie puis dans la société? Quelque part, c'est l'envie d'avoir un impact et la compréhension pour avoir un impact, il faut s'entourer des bonnes personnes qui sont meilleures que nous dans différents domaines. Donc, c'est vraiment de rallier les meilleurs derrière des causes ou ceux qui ont le plus envie de contribuer aussi, qui ont le goût d'apprendre pour devenir parmi les meilleurs, derrière des causes qui nous tiennent à cœur. Donc, je te dirais, en matière de leadership, ce que j'ai réussi à faire, c'est vraiment m'intéresser à des sujets et puis à des causes où je vois la nécessité de faire une différence, puis à rallier des gens qui ont envie de faire une différence avec moi, mais qui sont meilleurs que moi dans plusieurs domaines. Donc, c'est cette ambition-là de changer des choses pour le mieux qui rejoint des gens qui sont différents, qui nous permettent de faire plus et d'avoir plus d'impact. C'est comme ça que j'ai réussi, je pense, à faire des grandes choses, c'est en m'entourant des bonnes personnes. Écoute, c'est un leadership imprégné de l'écosystème. C'est très écosystémique, hein, ce que tu amènes là. Et c'est une gouvernance qui est très riche, hein, puisque tout le monde y gagne, puisque tout le monde y participe, tout le monde y gagne aussi. C'est un moteur énorme. C'est un moteur énorme. C'est le fait d'être une francophone qui Ouais. vit en Amérique. Oui. Écoute, les gens autour de moi ici ont des bonnes idées, mais quand tu arrives ensuite pour les faire accepter par le reste du Canada, ben, tu te fais challenger. Mais quand tout est fait avec des objectifs communs et qu'on se challenge, ben, finalement, le reste du Canada me fait grandir dans mes prises de position, puis on arrive à avoir des meilleurs projets, à avoir plus d'impact. Puis souvent, ce qu'on a concocté ici à Montréal, c'est devenu quelque chose qu'on a déployé à l'échelle de la firme internationale. Grâce à la force des différences, puis à notre capacité, notre culture, dans le fond, d'écoute et de respect, qui a permis d'aller chercher le meilleur de tous pour atteindre des objectifs communs. Ben, écoute, je trouve que tu traduis bien cette question de féminisation du leadership dans la façon d'être. Tu la traduis, mais tu ne veux pas juste la traduire, tu l'incarnes, toi, pour y avoir travaillé depuis qu'on a créé cette alliance ensemble, d'y travailler, de la co-écrire, de la co-développer, de la co-challenger. C'est quoi ta vision de la féminisation du leadership aujourd'hui? Ma vision, c'est ce à quoi j'aspire, c'est que finalement, on réussisse ensemble à permettre à tous de contribuer au succès de nos entreprises, au succès de nos organisations, au succès de notre société. Puis c'est le jour où on arrivera à entendre les différentes voix, créer des opportunités pour tout le monde, qu'on n'aura peut-être plus besoin de féminisation du leadership parce que nous aurons un leadership qui est un leadership bienveillant, qui est un leadership de résultats pour l'ensemble. Puis on va passer moins de temps à regarder nos styles différents, nos façons de faire, nos façons d'être différentes pour avoir des tout plus cohérents pour le bien commun. Dis-moi, ton impact dans ton organisation, tu dois avoir un impact important. Tu le définis comment, cet impact-là? La première des choses, pour avoir de l'impact, il faut livrer du résultat. Il faut comprendre comment ça marche, la finance quand même, là. Puis il faut que les gens soient très clairs sur les attentes. Quand tu livres les résultats financiers, normalement, on a beaucoup plus de liberté. Donc, ensuite, la façon de le faire, de travailler en équipe, de collaborer, les attentes sont claires, mais parfois, il y a des choses qui changent autour de nous qui font que ben, celui-là ne va pas réussir, mais l'autre peut faire plus. Donc, d'être capable de faire un suivi collectif d'indicateurs, puis de dire, OK, bon, ben, peut-être qu'on va mettre les énergies ici parce que c'est plus difficile telle industrie ou c'est plus difficile tel secteur, mais collectivement, il arrive toujours, puis qu'on crée cette culture-là de collaboration pour livrer ensemble sur les attentes, mais pour permettre à tous de se réaliser professionnellement. C'est important de réussir au travail, là, pour réussir dans la vie, pour tous ceux qui ont besoin de gagner leur vie, mais aussi de réussir personnellement. Quand on travaille ensemble sur l'atteinte d'objectifs communs, si un a de la difficulté puis que l'autre fait plus, ça va, on atteint les objectifs. Si un a des défis personnels puis doit s'occuper de ses enfants, de ses parents ou pendant la COVID, on l'a vu, là, les gens sont tellement entraînés. Là. Donc, de créer des cultures qui vont permettre la collaboration pour l'atteinte d'objectifs communs, des objectifs plus larges que la réussite financière. Donc, c'est un petit peu la même chose que je vois chez nous que ce que je vois ailleurs. Dans le fond, là, il n'y a pas de très grande distinction. À un moment donné, si tu n'as pas de résultats financiers, c'est dur de poursuivre tes investissements et de donner à d'autres des opportunités. Donc,
ça va de soi qu'il faut livrer. C'est beaucoup de tes propos c'est beaucoup de cohérence et de constance dans ce que tu amènes, dans la vision des choses, puis l'impact que tu as, dans le fond, de façon très organique. C'est de l'impact organique autant dans ton entreprise que dans l'industrie, que dans la société, en réalité. C'est avec cette cohérence-là que tu avances. Je te dirais l'autre chose, une chose qui est très importante que j'ai appris très tôt. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit à la personne concernée. Absolument. Après, si ça ne se redresse pas, on fait ce qu'on a à faire, mais on parle à la personne concernée. Quand ça va bien, on le dit à tout le monde. C'est vrai. Donc, tu as créé cette culture-là où on partage les succès, on est content de voir l'autre réussir, etc. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on adresse avec les gens concernés, pas publiquement. Donc, le respect des personnes, c'est hyper important. Tu dois avoir sur ta route rencontré énormément de sources d'inspiration, de différentes personnes qui nous amènent à forger, qui nous sommes aussi. Mais il y a certainement un dénominateur commun dans ça, pour toi. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de dénominateur commun. Moi, c'est comme un casse-tête. J'aime les différentes pièces. Okay. Ma mère, c'est une source d'inspiration nécessairement, mais il y a une amie de ma mère est à la maison, elle s'occupait de nous, puis je voudrais bien que la maison soit tenue comme la sienne. Une amie de ma mère travaillait, puis il était hors de question, elle voulait des enfants, mais elle ne voulait pas rester à la maison, puis elle voulait continuer de travailler, puis c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de ça dans les années 60, là. Mais c'était un beau modèle pour moi. Mon mari a travaillé pour Beverly McLaughlin, qui a été juge en chef de la Cour suprême du Canada, une femme absolument extraordinaire. Son état d'esprit, c'était toujours « why not », pourquoi pas. C'était toujours ça. Puis à chaque fois qu'elle avait besoin de Jerry pour quelque chose, elle disait oui, il n'y a pas de problème, elle lui disait systématiquement, ben, valide quand même avec Anne-Marie. Donc, avoir une patronne qui dit à l'homme, qui rappelle à l'homme à chaque fois qu'il a 3 enfants, puis sa femme, elle a peut-être d'autres choses. Jamais Jerry a dit non. Mais ça a probablement eu un impact dans la façon dont il traitait ma profession, puis qui me donnait la liberté de réussir au travail aussi. Il y avait une patronne qui le soutenait là-dedans. Donc, des petits gestes qui ont fait aucune différence dans les décisions, mais qui lançaient des messages pour me permettre à moi aussi d'avoir une carrière. Donc, il y a plein de petits modèles, dans le fond, qui font que tu t'inspires de chacun puis tu fais un super beau casse-tête. Mais c'est plein de pièces. C'est une belle carte. Hein? Écoute, c'est quoi ton ambition pour l'avenir, toi? De continuer à collaborer avec des personnes qui ont envie d'accélérer la transformation des marchés financiers et d'utiliser les leviers que nous avons au Canada. Les grands leaders, tu sais, c'est Mark Carney, intégrer le climat à toutes les décisions financières, c'est Mark Carney. De le faire sans faire en faisant attention à l'impact sur la biodiversité, les travailleurs, les communautés, c'est nos grands investisseurs canadiens, ces grands investisseurs. Donc cet état d'esprit-là on ne peut pas continuer de vivre de la même façon. Quand le glacier est fondu, tu ne peux pas le remettre dans le congélateur. Donc, il y a des grandes réalités bel exemple. Belle image, oui. Absolument. Il y a des grandes réalités auxquelles nous sommes confrontés. Maintenant, on a des grands leaders chez nous qui ont l'ambition aussi de transformer les choses, mais il va y avoir des gens qui vont perdre leurs emplois. Là, tu avais le numérique, là, tu as le climatique, tu as la biodiversité. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé parce qu'il y a de la pollution, il y a des incidents, il y a des... Donc, collectivement, on peut faire les choses puis se donner les moyens d'aller chercher, grâce à la divulgation, les informations dont on a besoin pour faire des meilleures politiques publiques puis aider ceux qui en auront besoin dans la transition, les entreprises comme les individus, les travailleurs, les communautés. Donc, c'est impératif d'agir tôt. On a des objectifs 2050 dans l'accord de Paris, des engagements, en fait, comme pays. Mais si on travaille ensemble tout de suite, on va être capable de le faire de façon juste. Sinon, on risque d'avoir des couches de la société, des entreprises qui vont avoir des conséquences désastreuses qu'on aurait pu gérer si on ne bouge pas maintenant. Donc, un grand sens de responsabilité puis une grande volonté de continuer de faire des choses avec des gens qui ont les mêmes intentions. Tant que j'aurai l'énergie pour le faire, puis je vais encore pas mal d'énergie. Oui, t'en as pas mal. T'en as pas mal et c'est une énergie qui se transmet tellement bien. Je te remercie de tout cœur, franchement, pour cette magnifique rencontre intime. Puis Anne-Marie, écoute, si tu es d'accord, on aura la chance de te voir aussi au 21 novembre prochain au symposium sur la féminisation du leadership. Puis écoute, merci de tout cœur.